N'importe quoi. Hein. Salut les petits loups, salut les petites louves, les couche-tard et les louveteaux. J'aime cette formule. Alors, n'importe quoi hein, quand même, hein, quand on y pense. Je vais vous parler de pas mal de trucs aujourd'hui parce que j'ai des choses à dire, c'est comme ça. Et comme j'ai pas fini de me mettre la terre entière à dos, il faut que je continue. Hein. Alors, oui, c'est ça quand les gens qui sont conflictuels de nature, car le rayon 4 est l'un de mes rayons constituants. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rayon 4, vous cherchez. D'ailleurs, quand je dis vous cherchez, quand je poste des trucs, alors c'est vrai que des fois, sur ma page Facebook, Jim Le Veilleur, ou sur VK, il m'arrive de poster des trucs que je chope sur des médias qui sont en fait des trucs parodiques, et on se fait avoir. Alors je suis pas le seul à me faire avoir, j'ai vu que Greg Tabibian s'est fait avoir aussi récemment. On se fait tous avoir parce que c'est des gens qui nous envoient les liens, on leur a fait confiance, on vérifie donc pas, et paf, voilà. Donc des fois je poste des trucs effectivement où je me gourre, mais la plupart du temps quand je poste, je sais de quoi je parle. Hein. Quand je dis que je sais que on mange des fœtus humains en Chine, alors je dis pas qu'on en mange à chaque coin de rue, je dis pas que c'est légalisé par les autorités, je dis pas qu'on en trouve dans des restaurants, j'ai pas dit ça. Mais oui, ça se fait. Oui, j'ai vu des photos de marchés en Chine, des marchés aux fœtus, où les mecs s'échangent les fœtus. Alors c'est pas des fœtus grands comme ça, c'est des trucs, c'est des bazars qui sont grands comme ça, d'accord? Avec une tête qui est déjà presque grosse. Voilà. Bon, bref, c'est dégueulasse, hein, mais ça existe. Alors, j'ai posté ces photos sur ma page Facebook et sur VK. Des gens m'ont dit mais c'est n'importe quoi, tu crois n'importe quoi, tu vérifies pas. Gna gna. Non, il s'agit d'un artiste. Non. Je le sais de sources sûres, par des Chinois, qui l'ont dit à ma femme, qui vient des Philippines, je le rappelle, qui travaillait avec un Chinois quand elle était encore là-bas. Et quand je lui ai montré les photos des nouveau-nés, enfin, des fœtus, elle m'a dit oui, je sais. Il m'a dit les Chinois mangent les fœtus. Et l'anecdote que le Chinois lui a racontée, lui a dit on est limité à une naissance par foyer, hein, par couple. Et si ta femme retombe enceinte, on t'oblige bien sûr à payer l'avortement et à manger le fœtus en famille. C'est ce que le Chinois a dit à ma femme. Mais c'est pas un cas isolé, c'est pas la première fois que j'entends. Donc évidemment tout ça, la Chine ne va pas se glorifier de faire ça au foyer, au couple chinois qui déciderait d'avoir un deuxième enfant. Ils ne vont pas aller s'en vanter parce qu'ils vont se faire tomber dessus par la Ligue des droits de l'homme et que le monde entier va le savoir. Donc évidemment ça ne se sait pas. Je rappelle que c'est un régime dictatorial, communiste, et que ce genre d'information est totalement bridé. Hein. Alors pour ceux qui n'y croient pas, renseignez-vous. Maintenant si vous ne me croyez pas, ma femme m'a aussi dit, parmi les peuples asiatiques, tous les peuples asiatiques, aux Philippines, on sait très bien. Alors les Philippins sont des gens très propres, même si les Philippines, c'est pas un exemple de propreté dans le pays. Mais les Philippins sont très propres. Et ils m'ont dit, mais tout le monde sait que les Chinois, c'est les plus dégueulasses de tous. Ils se lavent pas les dents, ils sont abjects, ils sont sales. Bon. Il n'y a pas que le Chinois. Hein. Je pense qu'au Vietnam, c'est pas top non plus. Je pense qu'il y a pas mal de pays asiatiques où c'est encore, au niveau salubrité, on est loin. On est très loin des normes européennes ou des normes occidentales. Très, très loin. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand je parle de ça avec des Français, ils refusent de le croire parce qu'ils disent, mais non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, j'ai posté une autre vidéo sur mon Facebook aujourd'hui. Regardez-la si vous avez envie, si vous avez le cœur accroché, où on voit un mec qui vient de tuer un rat. Alors, on ne voit pas qui tue le rat. Hein. Il a le rat dans la main, encore tout chaud. Il lui arrache la tête et il la croque. Crue. Une tête de rat, avec les poils et la peau. Mais putain, quand je vous dis qu'ils sont déconnectés du divin, qu'ils sont déconnectés, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et personne qui a une conscience ne peut faire ça, c'est pas possible. Alors si vous ne me croyez pas, renseignez-vous sur le festival de Yulin, c'est Yulin ou Yélin, festival des chiens. Alors c'est pas le festival, c'est pas la fête pour les chiens, hein, c'est avec des chiens. Ils mangent des chiens. Alors évidemment,
Ça, on se dit, bah oui, ils mangent les chiens, oui, ils ont que ça à manger. Non, ils n'ont pas que ça à manger. Le Chinois mange tout ce qui court, tout ce qui vole, tout ce qui rampe et tout ce qui nage. C'est-à-dire insectes, araignées, poissons, mammifères marins, tortues, et après tout ce qui vole, sans exception, tout ce qui rampe, donc serpent, et tout ce qui court. Pas d'exception. Chat, chien, ébouillanté vivant, pas vivant. Et il n'y a pas qu'en Chine. Hein. Au Vietnam, il nous faut aussi les chiens. Même ma femme m'a dit, j'ai pas tellement envie qu'on s'installe aux Philippines parce que tu vas être dégoûté de voir qu'il y a encore des gens qui mangent aussi les chiens là-bas. Il y a quelqu'un qui m'écrit en ce moment qui habite au Vietnam et qui m'a dit difficile, mentalité difficile, même s'ils sont bouddhistes et cathos, ils ne sont pas en fait. Voilà. Si tu veux rencontrer des vrais gens qui respectent les animaux, il faut aller dans des vrais pays vraiment bouddhistes. Peut-être, il faut chercher, mais voilà. Donc bon, c'était une petite parenthèse pour vous dire que non, je n'affabule absolument pas sur la Chine, ni les Chinois. Ils sont capables de faire des choses absolument inhumaines. Avec les animaux et autres. C'est triste, c'est comme ça, et je ne vais pas refaire tout ce que j'ai déjà dit sur ma vidéo précédente, mais c'était pour vous dire que oui, si, ça existe. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était la légalité ni la norme hein, en Chine, j'ai dit que oui, ils le font. Voilà. Ok ? Donc arrêtez un petit peu de vivre au pays des bisounours, il serait quand même temps un peu de vous réveiller sur l'ignominie de l'humanité. L'humanité est ignoble. Hein ? Dans sa grande majorité. Voilà. On n'est pas encore à 15 ans ou 16 ans d'âge mental. Hein. Pourtant, on parle de peuple millénaire là, mais non, on n'y est pas, on est en régression. Hein. Voilà. Comprenez bien. Hein. Alors les pompiers. Alors les pompiers ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Bon on a vu le résultat, blessés, éborgnés, arrestation. Il y a des députés LREM qui confondent les pompiers avec les Black Blocs, pardon. Les Black Blocs, c'est pitoyable. Hein. Pendant qu'on nous dit que oui, les violences policières sont justifiées. Ah il s'agit de pompiers. Depuis quand les pompiers mettent le feu de l'éteindre ? Voilà. Bon, évidemment, ça a fait dire à Michel Onfray que n'en déplaise à Macron, on était déjà bien rentré en dictature. Oui, je confirme. Vous êtes en dictature. Et c'est une dictature pour l'instant sympathique, puisque vous avez l'illusion que vous avez encore le droit de le dire. Mais non, puisqu'on peut le dire, qu'on est en dictature. On n'est pas en dictature, donc. Oui, parce que les gens qui sont en dictature, ils n'ont pas le droit de le dire. Hein. Mais non, puisqu'on peut le dire. On dit que Macron est un dictateur, donc c'est qu'on n'est pas en dictature. Ouais. Ah, vous savez, je viens de parler avec Stéphane Blay au téléphone à l'instant, puisque vous me demandez de ces nouvelles, donc je vais vous en donner. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais il m'a dit, malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ses amis politiques, alors je ne vais pas donner leur nom, mais qui lui ont dit, et c'est des gens qui ont des carrières très longues, hein, qui lui ont dit on en a plein le cul, on va se tirer, il n'y a plus rien à faire. Même nous, hommes politiques, on n'a pas le peuple de notre côté. Donc, il n'y a rien à faire quand un peuple ne veut pas se réveiller, il n'y a rien à faire. C'est pas parce que il y a des salopards qui arrivent et qui sont en train de détruire tout. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les Français laissent faire. Les Français disent, mais c'est bien, c'est pour le bien de la France. Il faut, c'est très important, il faut tout détruire. Mais même les Français le disent avec l'accent belge, ils disent, il faut tout détruire. Il faut tout détruire. Pourquoi je parle avec l'accent belge ? Parce que Stéphane vient de me dire que Dieudonné est interdit de mettre les pieds en Belgique. Voilà. Donc les Belges aussi, vous avez une part de responsabilité, vous faites comme vous voulez, mais si vous trouvez que c'est légitime d'interdire un humoriste sur votre sol, en le considérant comme la pire des crevures, c'est vous qui voyez. Là, encore une fois, vous avez une part de responsabilité. Vous ne devez pas laisser faire des choses pareilles. Ça n'est pas normal. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas un humoriste, il doit avoir le droit de venir. C'est tout. Ne me parlez plus du tout, plus jamais de liberté, ni de liberté d'expression, tant que des choses comme ça seront possibles. Il n'y a pas de liberté, ni de liberté d'expression, ni en Belgique, ni en France. D'ailleurs, Diodo est aussi interdit en Angleterre, aux États-Unis, et je crois que même en Suisse, il commence à l'emmerder, mais il n'est pas encore interdit.
Voilà, donc il n'y a pas de liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on n'a pas le droit de parler. Voilà. Donc il n'y a pas de liberté. Donc c'est les peuples qui autorisent ces mesures-là d'interdiction. Ce sont les peuples qui les laissent faire. Si les gens étaient dans la rue pour dire non, même si un humoriste est un connard, il va venir en Belgique, il va jouer dans une salle vide parce que personne ne va vouloir aller le voir, parce qu'il est mauvais, il doit pouvoir venir. Ce qui dérange les autorités, c'est que Dieudo, s'il se déplace, il ne fait pas des salles vides. Et ça les emmerde. C'est ça le truc. Quand est-ce que vous avez pigé que si Dieudo ou Soral ou d'autres, Stéphane Blais, sont interdits de mettre les pieds en France ou ailleurs, c'est parce qu'ils font du monde et parce qu'ils sont célèbres, et donc ça les emmerde, parce que ce sont leurs ennemis en réalité. Voilà. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc j'en parlerai en fin de vidéo. Alors, pas mal de trucs à dire aujourd'hui. J'avais dit que je ne parlerais plus de la France, c'est raté. Alors, juste vous dire, bon mais juste comme ça, au sujet de la délinquance des mineurs. Alors en 2019, c'est-à-dire jusqu'à il y a 3 semaines, on a fait le bilan de la délinquance en France, puisque moi on m'a dit mais non Jim, tu es anxiogène, ça va très bien en France, quel est le problème? Il n'y a aucun problème mes amis, restez-y. Vous y restez et vous ne me demandez pas de venir. D'ailleurs, Éric Drouet, lui, c'est fini, il fait plus, ça y est, il a dit j'arrête les gilets jaunes. J'y ai laissé un œil, j'ai eu que des menaces, que des emmerdes. Je ne sais pas derrière pour lui comment ça va être au niveau boulot, s'il va pouvoir réussir à retrouver du travail facilement, je suppose que oui quand même, je lui souhaite, mais il a dit c'est fini. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien de manifester pacifiquement, à part faire des kilomètres aux Français dans les rues de Paris en se faisant gazer, ficher, arrêter, prendre des peines de prison, etc., se faire couper les mains et crever les yeux, ça a servi à rien d'autre, rien. Mais grâce aux Gilets jaunes, moi j'ai dit, et pour ça je les remercie, on a pu comprendre et même dévoiler le fait que Macron est un dictateur qui travaille pour les banques mondiales et que la France est devenue une dictature. Grâce aux Gilets jaunes, on a pu voir ça, c'est eux qui en ont fait les frais, mais grâce à eux, on a soulevé ce voile sur ce qui attend la France. Et ce qui attend la France, c'est ce que je dis moi malheureusement depuis quelques années, à savoir que c'est la dictature qui arrive. Voilà. Alors que ce soit la dictature macronienne, c'est-à-dire rothschildienne, qui à mon avis n'aura pas lieu, c'est-à-dire que je pense que Macron va dégager, pour plus tard, dans 2 ans, il ne sera plus là de toute façon. À la fin de son mandat, s'il finit. Moi j'y crois pas, vous le savez, je pense qu'il finira pas son mandat, mais mettons qu'il s'accroche tellement avec les flics, en réalité il ne tient que parce qu'il y a les flics qui je vais pas être vulgaire, mais qui le soutiennent. S'il n'y avait pas les flics, il ne serait plus là. Donc les flics, aujourd'hui, ils sont prêts même à taper sur les pompiers. Donc vous voyez, on est à un point quand même de soumission qui est quand même énorme. Mais admettons qu'il aille au bout de son mandat, la dictature qui arrive derrière, c'est pas la dictature macronienne. Voilà. C'est la dictature nationale sioniste. Voilà. C'est-à-dire un faux nationalisme où on vous dira retour aux valeurs françaises, on va remettre de l'ordre républicain dans les cités, et puis on va dire ouais, super. Et puis Zemmour va dire Opération Rance. Et là, il y a les forces de l'armée israélienne qui vont venir nous expliquer comment ils ont fait en Palestine. Puis là, alors je vais vous dire que là, les immigrés de France d'origine musulmane, vous avez intérêt à rentrer au pays. Voilà. C'est un conseil. Et c'est ce qui vous attend. Je l'ai toujours dit. Et vous verrez qu'en plus, quand ils commenceront à s'en prendre aux populations immigrées musulmanes, arabo-musulmanes ou africano-musulmanes de France, des cités, vous verrez que les Français de souche, eux, applaudiront. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a pas 10 minutes où je consulte Internet, où je me retrouve avec des articles, des vidéos, des photos d'agressions, de tabassage, de mecs qui frappent des femmes dans les métros, qui sont toujours, malheureusement, d'origine africano-maghrébine. Malheureusement, c'est pas moi. Je dis, il n'y a pas 5 minutes sur Internet où on m'envoie pas des trucs comme ça. Vous avez vu que j'en parle très peu dans les vidéos. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Alors, ou est-ce que c'est parce que les gens ne m'envoient que des trucs comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment une explosion de la violence? Bon, j'ai eu la réponse. La réponse, c'est que si vous cherchez dans le nouvelops.com,
Alors, info qui date du 29 janvier à 7 h du matin, soit ce matin. La délinquance des mineurs a explosé en France en 2019. Augmentation de 30% à Paris, 60% à Pontoise et 100% à Bordeaux. Oh, entre 2017 et 2019, c'est-à-dire en 2 ans. 100%. Même si ça décroît chouïa sur Reims, Melun et Toulouse. Voilà. Vous vous rendez compte un peu? Je viens de voir encore ce matin un mec mettre une tarte dans la gueule à une touriste américaine dans le métro parisien. Une grosse tarte, il lui met comme ça. Quelque chose qui tourne pas rond, les gars. Voilà. Et donc, fatalement, on est dans un pays qui est tellement détruit, mais socialement, mais à tout niveau. Et là, je dis pas que c'est que la responsabilité des mecs des cités, des banlieues. C'est pas que leur responsabilité, c'est beaucoup leur responsabilité. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. C'est énormément leur responsabilité. Parce que c'est pas parce que vous êtes dans le quartier pauvre que vous devez devenir une raclure. Pour ne pas dire une racaille. Là, c'est une raclure. Quand quelqu'un est capable de mettre une tarte à une femme qui est une touriste américaine, devant tout le monde, il faut vraiment être une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut être une merde, c'est tout. Point. Et donc, c'est donc aussi beaucoup la faute de ces gens qui ne veulent pas s'intégrer. Je ne veux pas citer qui ou quoi, mais il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer en France. Voilà. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Hein. Je dis qu'il y en a une certaine minorité, et enfin une certaine partie, et que ces gens-là, à force de ne pas vouloir s'intégrer, ils vont se faire désintégrer. Ça finira par arriver, et ça arrivera sous les applaudissements du peuple de France de souche. Vous verrez ce que je dis. Voilà. Et c'est à force de mauvaise volonté de ne pas vouloir s'intégrer dans un pays qu'on déteste, et à force de ça, et de mettre ça sur le dos de ouais, mais on nous a parqués dans des quartiers défavorisés, donc on ne peut pas s'en sortir. Ouais, non, c'est faux. C'est faux. Les Chinois s'en sortent, les Portugais s'en sortent, les Espagnols s'en sont sortis. Et il y en a plein qui s'en sortent parce qu'ils ont envie. Tout est une question de volonté dans la vie, rien d'autre. Alors, du coup, merde, je viens de fermer le truc, c'est pas grave. Du coup, il y a pas mal de Français qui se sont tirés au Portugal, vous le savez. Beaucoup de Français retraités depuis 2009 se sont tirés au Portugal parce qu'il y a eu une exonération des impôts sur le revenu pour les étrangers, notamment les Français retraités qui venaient s'installer au Portugal. Ils ont été exonérés d'impôts pendant 10 ans, donc depuis 2009 jusqu'à 2019. Donc ça veut dire que là, on est en 2020, ça y est, le Portugal va commencer à donc taxer les retraités français installés là-bas. C'est 10%. La taxe, 10% sur leur revenu. Hein. Bon, pas énorme. Hein. Donc les Français vont probablement continuer à y rester au Portugal, compte tenu de la qualité de vie, du prix de l'immobilier, du climat, et aussi du climat social paisible qui règne dans les rues. Et d'ailleurs, compte tenu de la sérénité des lieux, des rues portugaises, nous dit-on, même s'ils augmentent les impôts des Français, ils continueront à rester là-bas, car ce pays contraste avec ce que la France est devenue et a raté depuis 40 ans, nous dit Charles Sana, que je cite. La France est en destruction depuis 40 ans et ne fait rien pour inverser cette tendance, ni aujourd'hui, ni hier, et je ne vois pas de changement à venir avant la disparition de Macron. Hein. Donc, on est dans une situation de continuité de destruction en France, je vous le dis. Voilà. Ok ? Donc, il fallait que je vous le dise. Alors, avant que je vous parle du grand salopard dont j'avais envie de m'attaquer aujourd'hui, je vais le faire en fin de vidéo, et puis après, tout à la fin, je vous parlerai de Stéphane, avec qui je viens de parler au téléphone pendant 20 minutes. Trump est-il sioniste? Trump est-il pro-Israël? Est-il anti-Israël? Est-ce qu'il pactise pour qu'on lui foute la paix? Moi, je crois. Hein. Aujourd'hui, Trump, il était en phase de destitution, vous le savez. Qui voulait le destituer? C'est le Congrès. Le Congrès est tenu par qui? Les PAC. Les PAC, c'est qui? Israël. Hein. Donc,
Trump a dit, ouais mais attendez, je vais vous proposer un plan de paix pour la Palestine et Israël, donc ça va être super. Alors Netanyahou a dit, ouais mais c'est génial ton plan, attends je suis super d'accord, parce qu'en fait le plan de Trump c'est vraiment un plan qui favorise à 2000% Israël. Hein. Le but du truc c'était de filer 50 milliards pour la Palestine pour qu'ils se reconstruisent, sans reconnaître d'aucune façon un État palestinien. Donc les dirigeants palestiniens ont dit non mais il peut nous proposer la Lune s'il veut, tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il y a un État palestinien, il n'y a pas de plan. Même à Ankara, ils ont dit non, il n'y a pas de plan, c'est mort. Voilà. Même les Turcs ont dit il y a un voilou. Pas de plan. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est, ce que les pays arabes veulent, c'est qu'on reconnaisse l'État palestinien et l'État israélien, qui est un double État. D'ailleurs, c'est ce que la France veut aussi, d'ailleurs. Et donc, du coup, Trump a dit non, mais c'est bien ça, on ne va pas reconnaître l'État palestinien, on va... En fait, en réalité, il me semble, et d'ailleurs j'en ai parlé avec Stéphane qui était d'accord avec moi, c'est ce qu'on a pensé tous les deux, Trump donne en fait des os à ronger aux Israéliens, c'est-à-dire qu'il leur donne ce qu'ils veulent, parce qu'il en a rien à foutre du Moyen-Orient, Trump. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on lui laisse les mains libres pour gérer les États-Unis. C'est tout. C'est tout. Donc il donnera ce que les Israéliens voudront, sauf la guerre. Il n'ira pas jusqu'à la guerre avec l'Iran ou d'autres pays, parce que Trump n'est pas un vat en guerre. Trump est quelqu'un qui considère qu'il y a déjà eu trop d'Américains qui sont morts pour justement des raisons qui ne concernent pas les États-Unis. Et donc il a retiré ses troupes et basta. C'est-à-dire qu'il veut bien être là-bas pour piquer un peu de pétrole aux Syriens, aux Libyens, prendre ce qu'il y a à prendre éventuellement, donc laisser quelques troupes pour gérer tout ça, mais il veut pas de guerre. Ça n'intéresse pas. Donc, le Congrès a dit ouais, mais il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut, on va le destituer. Alors Trump a dit bon écoutez, je vais vous donner ce que vous voulez, je ne vais pas reconnaître l'État palestinien, je ne vais pas aider les Palestiniens, je vais vous aider vous, et puis en contrepartie, vous me foutez la paix sur les États-Unis. C'est tout. Voilà ce que je pense de Trump, et ça, à mon avis, au bout de 2 ans maintenant, c'est un petit peu voilà, ce qui se dessine généralement sur cette personne. Bon. C'est bien, non? Bah écoutez, si on avait eu Hillary Clinton, on serait déjà en guerre contre l'Iran, ça serait la guerre mondiale, alors je vous parle. À vous de voir. Hein, il y a beaucoup qui ne peuvent pas me blairer. Moi, je pense que c'est le moindre mal, compte tenu de ce qu'est devenu les États-Unis. Hein, c'est-à-dire un pays où seul l'argent est roi, en fait. Hein. Donc je pense que c'est pas plus mal, finalement. C'est un moindre mal. Voilà. Voilà ce que je pense. Par contre, je pense aussi qu'il serait réélu, même triomphalement. Voilà. Parce qu'il a redressé les États-Unis. Ça, on n'en parle pas. Hein. Alors, bah, allons-y. Alors, je vais vous parler d'un homme que tout le monde considère comme l'homme le plus généreux du monde. C'est extraordinaire. Alors, on le considère comme l'homme le plus généreux du monde depuis 2000 à peu près, l'an 2000. Avant, on le considérait comme le plus gros prédateur économique, on va dire. C'est un homme qui a volé la moitié de ses brevets à Steve Jobs pour créer Windows. Alors, si vous ne me croyez pas, il y a un film qui a été fait sur Bill Gates. Alors, comment il s'appelle Zut. Attends. C'est un téléfilm que j'ai vu, je suis tombé dessus une fois. Voilà, c'est ça, c'est Pirates de la Silicon Valley. Voilà. Un film de 1999. Les Pirates de la Silicon Valley. Voilà, essayez de tomber là-dessus. Hein, c'est un téléfilm. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'ouvrir? Je crois que c'est ce film-là. Hein. Oh, il me semble que c'est ça. Où on explique en fait que Steve Jobs a été Bill Gates a été embauché par Steve Jobs. Hein. N'oubliez pas que le grand génie dans cette histoire, c'est Steve Jobs. Hein. Bill Gates, qui avait un QI quand même de 160 ou 180, a été engagé dans l'équipe Steve Jobs parce qu'il travaillait en sous-marin pour IBM. Hein. Donc ça veut dire qu'il a été choisi par le système, Bill Gates, peut-être parce qu'il trempait dans les bons réseaux. Allez savoir, ça je ne sais pas, mais je pense que oui, aujourd'hui. Et donc on lui a dit, bon, t'es intelligent, t'es brillant, comme Macron, vous voyez, on va te donner une mission. Nous, on a besoin d'un système d'exploitation pour IBM, qu'on veut développer dans le monde entier. Mais on n'a pas la technologie. Celui qui a la technologie aujourd'hui, c'est ceux qui ont développé Apple. Qui a développé Apple? Steve Jobs. Donc ils ont infiltré Apple. Il a infiltré Apple, Bill Gates, c'est très bien montré dans le film que je vous conseille de regarder, et il a volé une partie des secrets
du système d'exploitation Apple pour l'adapter chez IBM. Donc c'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte chez Steve Jobs, malheureusement un peu trop tard. C'est un des membres de l'équipe Jobs qui a un peu trop parlé. Voilà. Regardez-le. Donc Bill Gates a volé une partie des brevets de Steve Jobs pour les vendre à IBM, avec qui il a fait fortune. IBM, ils ont mis des gros moyens pour que Windows, qui était quand même une merde infâme comparé à Apple à l'époque, c'était une merde infâme Windows. C'était pas stable, ça plantait, mais ils ont mis tellement les moyens économiques qu'ils ont inondé le monde entier avec Windows, et ils ont coulé finalement Apple. Moi je me rappelle très bien qu'à l'époque plus personne n'achetait Apple. Je veux dire, Windows avait plus de 95% du marché, je crois, à un moment donné. Et à un point même où même Bill Gates et Windows et IBM ont racheté même une grande partie, beaucoup de parts de la société Apple pour pas qu'elle coule. Bref, ça a permis à Steve Jobs ensuite de sortir, vous le savez, l'iMac, l'iPhone, encore un autre coup de génie, de ce grand génie qui a été Steve Jobs. Hein. Franchement, Et donc on s'est dit, mais c'est quand même un enculé, Bill Gates. C'est vraiment le prédateur économique, quoi. Oui, le prédateur économique du système. Hein. Voilà. Il a bien rempli sa mission pour le système, pour IBM. Tout ça, c'était bien avant l'an 2000. Et puis on s'est dit, bon, c'est un mec qui a commencé à faire des placements, faire du pognon, essayer d'ouvrir des marchés un peu partout. On a dit, mais ce mec, c'est vraiment un prédateur, quoi. C'est un prédateur économique. Et puis, à un moment donné, en fait, plus personne ne pouvait tellement le blairer, quoi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, moi je vais donner toute ma fortune. Je vais donner, alors ils ont donné, je ne sais plus combien, je crois, si vous regardez bien, il a donné, je crois, quelque chose comme 30 milliards de dollars à une époque. On a dit, mais c'est fantastique ce mec. Waouh, ils ont tout donné avec sa femme Melinda, alors tout le monde a dit, waouh, c'est génial. C'est extraordinaire, t'as vu à l'époque, on me disait, t'as vu Jim, tu vois, tu t'es trompé sur lui, c'est un mec qui a du cœur, tu vois. J'ai dit, bon, très bien. Est-ce que c'est un vrai philanthrope? On va voir. Il a fait une fondation, il a vacciné les gens, c'est extraordinaire. Les gens, là, oui, il vaccine les pays pauvres. Tu te rends compte, Jim? Ah, là je me suis dit, il vaccine les gens. Là on était en l'an 2000 et là j'ai dit, ouais, d'accord, j'ai compris. Ça va, il est pigé. Et puis, pour un mec qui à l'époque avait 56 milliards et qui en avait donné 30, je me suis dit, bon, il va lui en rester 20, je pense qu'il va arriver à vivre avec. Mais quand même, c'est pas mal, tu vois. Sauf qu'à l'heure où je vous parle, sa fortune, elle est passée, alors entre 2011 et 2019, elle est passée de 56 milliards, alors, non pas à 30, ni à 20, mais à 96. Tiens, mais comment c'est possible ça? Comment un philanthrope, quelqu'un qui donne son argent, peut faire fortune encore plus, doubler quasiment son... c'est simple. Bill Gates est un mec qui soi-disant balance des dons généreux, mais en fait il les met dans des placements par un trust qui est un fonds d'investissement, en fait il met son argent dans des grandes multinationales, et même les multinationales en question sont même intéressées, touchent des dividendes sur la fondation Bill Gates. Alors, c'est-à-dire par exemple, et en plus, quand il ouvre, avec sa fondation, quand il ouvre des trucs, il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire que les placements qu'il a fait, ça lui rapporte de l'argent, d'accord? Et c'est avec ces dividendes-là qu'il fait tourner sa fondation et ses associations. C'est-à-dire qu'il ne met pas d'argent à lui, il met que de l'argent qui est généré par les placements qu'il fait. D'accord? C'est clair ça? Donc en fait, je vais vous dire dans quoi le trust, le fonds d'investissement de la fondation Bill Gates a investi. Vous allez me dire, mais attends Jim, il a forcément investi dans les énergies renouvelables, dans la future technologie. Et mes couilles sur la commode, pardon pour la vulgarité. Il a investi dans l'armement, même l'armement britannique, BAE System, les énergies fossiles non renouvelables, c'est-à-dire pétrole bien entendu, vous l'avez compris, dans la pharmaceutique, dans les OGM, énormément dans Monsanto, Coca-Cola, McDo, pour les plus grands. Il aide ces grands groupes-là, que je viens de citer, à conquérir des nouveaux marchés. Comme pour Coca, c'est-à-dire qu'il y a encore des régions du monde où il n'y a pas du Coca, pas du McDo, Bill Gates il fait tout pour que, il faut qu'il l'ait. Parce qu'avec ce que ça va rapporter, c'est cet argent-là qui va permettre à la fondation d'aller vacciner les Africains et de leur passer des puces sous la peau. Les entreprises qui reçoivent les investissements sont aussi bénéficiaires des dons. C'est-à-dire que
Par exemple, en 2014, Coca-Cola a reçu 538 millions de dollars de la part de la fondation Bill Gates. Hein. Eh bien, ils ont touché des bénéfices sur ce que rapporte en fait cet investissement et sur ce que fait la fondation Bill Gates. Hein. Alors qu'après, dans la pharmaceutique, puisque la fondation Bill Gates finance Big Pharma, etc., tous les dividendes que ça rapporte, ça rapporte aussi à Coca-Cola. Et même pour vous dire, c'est qu'un ancien de Monsanto, un ancien des dirigeants de Monsanto, fait carrément partie de la fondation Bill Gates. Hein. Il s'appelle Rob Horsch. Hein. Voilà, donc comprenez à quel point tout ça c'est lié. Hein. Pour l'Afrique, seul 5% de l'argent arrive vraiment sur place. Le reste de l'argent de la fondation Bill Gates ne va pas dans les pays africains. 95% va dans les pays européens ou occidentaux, ou là où c'est solide. D'accord ? Donc c'est que les dividendes générés par les placements qui permettent à la fondation de fonctionner. Alors moi j'ai dit mais c'est génial parce que c'est ce que je voulais faire. Moi je voulais faire. Je me suis dit si je gagne 500 millions d'euros avec le Zincoin, attendez, on a tous le droit de rêver. Si je gagne 500 millions d'euros avec le Zincoin, je vais justement faire des placements qui vont générer justement de quoi faire fonctionner les fondations. Parce que sinon tu engouffres très rapidement tes millions d'euros, ça va très vite dans des fondations. Si tu fais que donner et qu'il n'y a rien qui génère des revenus, ça va vite. Hein. Tu les as engloutis en 2 ans, tes 500 millions. Hein. Ça va vite. Voilà. Donc c'est ce que j'avais dit, sauf que bien entendu, pour faire des placements qui rapportent et faire des choses propres, il faut investir dans des projets propres. Et seulement là, ils n'investissent pas dans des projets propres. Ils investissent dans l'armement, dans Big Pharma, dans Monsanto. Voilà, il faut que vous compreniez bien quand même. Hein. Voilà. Parce que les 538 millions de dollars de la part de Bill Gates pour Coca-Cola en 2014, ça venait d'un programme de formation de 50 000 agriculteurs au Kenya. Comprenez bien comment Coca-Cola se gave sur les programmes de formation d'agriculteurs, etc. Hein, voilà. Donc il finance surtout des programmes qui vont permettre la création de marchés, comme je vous ai dit. Il finance que des programmes qui permettent de financer des nouveaux marchés à conquérir. Et puis dans le domaine ordure, sachez que pour le paludisme, par exemple, il y a une plante qui s'appelle l'artémisia, on en a parlé encore, l'huile essentielle qui est sortie de l'artémisia, qui est une plante qui fonctionne, scientifiquement prouvée, contre le paludisme. Hein. Et puis, parallèlement à ça, il y a un autre vaccin qui est produit par GSK, et non pas DSK, GSK. La fondation Bill Gates a tout fait pour influencer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour faire interdire l'artémisia par les gouvernements africains et leur faire préférer le vaccin sur lesquels il a placé de l'argent puis il récupère des dividendes. Hein, voilà. Il fait aussi pression sur les semences commerciales. Il fait préférer au gouvernement africain des semences commerciales, donc Monsanto, des semences OGM, plutôt que les semences paysannes africaines. Hein. Surtout au Malawi. Hein, il a fait pression sur le gouvernement pour les graines, et les graines OGM. Voilà, donc on a vraiment une véritable ordure qui aujourd'hui pèse 96 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce mec? 96 milliards d'euros. Il est comme Picsou dans sa montagne de pièces d'or et il est intouchable. Personne ne le touchera, jamais. Puisque, en plus, il finance tout le système Coca-Cola et bidule. Et plus l'armement. Intouchable. Quand vous êtes milliardaire, vous êtes intouchable si vous êtes dans le système. N'oubliez pas que vous pouvez être désingable si vous êtes anti-système. Souvenez-vous de Kennedy. Hein, la dynastie Kennedy a été déniapée. Parce qu'ils étaient anti-Israël. Hein, pas seulement. Voilà. Et là, on a George Soros, qui est un autre milliardaire, que vous connaissez déjà bien, je pense, et qui est le responsable du passage de beaucoup de bateaux de migrants vers l'Europe. Son but à lui est de détruire les identités nationales, vous le savez. Il offre 1 milliard de dollars pour stopper les futurs dictateurs. Donc si vous connaissez vous-même un mec qui dit moi je vais être dictateur plus tard, vous appelez Soros, vous allez peut-être avoir 1 milliard de dollars. Bon, en ce moment, moi je vais lui dire à Georges, je te le dis, si jamais tu regardes cette vidéo, j'en connais un, il s'appelle Emmanuel. Toi qui vois. Voilà, je suis pas certain que tu me donnes 1 milliard pour stopper Emmanuel. Ça, j'en suis pas sûr du tout.
Mais bon, ces gens-là sont tarés, ils se servent de la puissance de l'argent pour accomplir leur plan, le plan d'un système, hein, dont ils font partie, par lequel ils ont été placés aussi. Et que faire? Une fois que j'ai fini de dire tout ça, la question qui reste en suspens est que faire? À part se réveiller et que tout le monde se réveille, il n'y a absolument rien à faire. Rien. Voilà. Vous ne pourrez que subir. Tant que l'argent sera roi sur cette planète, et l'argent bancaire, vous ne pourrez que subir. Subir la loi de ces gens-là, les magouilles de ces gens-là, le plan et l'idéologie de ces gens-là. L'idéologie de ces gens-là est de faire passer le chimique, le pharmaceutique, le technologique à la place de l'humain. J'ai bien dit à la place, et non pas au service de l'humain. Tout ça serait très bien si c'était au service de l'humain. Non, ils veulent remplacer l'humain par ça. Ils veulent mettre en esclavage l'humain par ça. Ils veulent contrôler l'humain, les naissances, par ça. Soit vous vous réveillez, je dis vous, je parle à l'humanité, je me prends pour Dieu d'un coup, là, je me prends pour Jésus qui parle à tout le monde. Non, non, soit tout le monde se réveille, soit cassos sur une île déserte. Parce que pour ma part, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça ne m'intéresse pas. Surtout si j'ai pas les moyens. Si demain j'ai 500 millions d'euros, c'est différent. Parce que j'aurai les moyens de pouvoir changer des choses. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas et continuent à me traiter d'escroc avec cette histoire de Bitcoin. Et moi, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que tant qu'on n'a pas les moyens sur cette planète, on ne fait rien d'autre que subir. Moi, je voudrais changer les choses. Quelque part, je voudrais être un Soros ou un Bill Gates, mais positif, pour changer les choses positivement. Pas faire bouffer de l'OGM aux gens, mais les aider justement au contraire à faire peut-être de la permaculture qui coûte rien, voilà, et pour pouvoir nourrir des villages, des familles, des foyers, pourquoi pas plus d'ailleurs, de manière naturelle. Vous voyez, c'est plutôt dans cette optique-là que j'aimerais me servir de l'argent dans ce but-là. Si un jour on me donne cette opportunité, je le ferai. Mais je ne mettrai pas mon argent ni mes placements dans l'armement au Coca-Cola. C'est pas possible. Voilà. Ces gens-là, leur but, ils n'ont aucune éthique morale. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de leur idéologie et de leur plan. Leur plan n'est pas moral, n'est pas éthique. Leur plan, c'est de faire de l'humanité des esclaves. Voilà. Soit l'humanité se réveille à cette réalité, soit vous êtes esclave. En tout cas, vous allez le devenir de plus en plus. Et moi, j'ai plus rien à dire. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Alors, Stéphane, que je viens d'avoir au téléphone, m'a autorisé à vous expliquer un petit peu son petit périple, puisqu'il est venu en France le mois dernier, en secret. Il est venu sans son téléphone, donc il n'était pas traçable, et il n'était pas joignable non plus, mais il a fait son petit périple, il est venu voir Soral, il est venu voir Diodo, il a même rencontré Jean-Marie, et il a même fait finalement une vidéo avec Dieudonné. Si vous regardez la chaîne de Diodo, vous allez voir qu'il y a une vidéo avec Stéphane Blais qui a été faite il y a à peu près un mois et demi, et ensuite il s'est tiré, il est reparti. Et ça les a rendus furieux. Alors qui ça ? Il a 3 nouveaux procès sur le cul, rien que le fait d'être venu en France. Ça les a rendus barjots de voir qu'il était venu sans qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils puissent le tracer. Et donc, il a 3 nouveaux procès alors qu'il n'a rien fait. Il est juste venu voir Diodo, Soral et Jean-Marie, il est reparti. 3 nouveaux procès. Alors c'est le CRIF, la LICRA, pas la fine équipe qui lui font toujours les mêmes procès. Hein. Voilà, donc ils lui ont fermé son compte Facebook, alors qu'il n'y avait rien posté. Il n'a plus de chaîne YouTube, il a été viré de VK, on lui a hacké sa boîte mail, donc je ne pouvais plus le joindre nulle part, et même son téléphone a été piraté. Stéphane. Hein, voilà. Donc, je lui ai dit, tu m'autorises à le dire ? Il m'a dit, oui, vas-y, tu peux le dire. Bon, je le dis. Donc, il va très bien, ne vous inquiétez pas. Il est toujours en Turquie et je pense qu'il n'est pas prêt d'en partir. Et c'est juste pour vous faire un état des lieux de l'emprise sioniste sur la France, qui est de plus en plus... alors, avec Macron, c'est carrément... Plaf, ça s'est ancré. C'est là qu'il m'a dit, Diodo est interdit de Belgique, est interdit d'Angleterre, d'États-Unis, il y a un 4e pays où il est interdit, je ne sais plus lequel c'est. Et voilà.
Voilà ce qu'il m'a dit. Alors il m'a dit aussi qu'il avait été insulté, traité d'escroc parce qu'il était rentré dans le Cestrel. Il m'a dit je comprends pas les gens, j'arrive pas à piger. Il m'a dit c'est bizarre. Il a aussi reçu des menaces de mort pour sa copine de la part d'Israéliens et de la clique à Hulkan, ça aussi je tiens à le dire. Donc il m'a dit ouais, comme d'hab quoi. Et ils lui ont dit qu'ils allaient niquer sa femme en tournante. Un petit peu le genre de truc que je reçois depuis 8 mois quoi. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est sympa. La vie du dissident est vachement sympathique. Hein. Je comprends que les gens n'aient pas tellement envie de montrer leur visage, même ceux qui me soutiennent n'ont pas envie de montrer leur visage ou de se montrer en vidéo, parce que vu ce qu'on prend dans la gueule, évidemment que ça donne pas envie. Voilà, c'est tout. Donc on va dire, j'ai envie de dire, le quotidien de Stéphane Blaine. Voilà. Alors pour Alain Soral, il s'est installé définitivement, je crois que c'est à Lausanne, enfin c'est en Suisse, je sais pas exactement, et c'est là il a quitté la France, c'est fini. Mais bon, ça change rien, parce que la Suisse c'est pareil, ça pactise avec les mêmes réseaux, et c'est la banque de toute façon qui tient la Suisse, et ça change rien. Mais il est parti, il a quitté la France, sachez-le, voilà. Et pareil, je pense pas qu'il ait tellement le moral. Vous savez, quand on est obligé de s'expatrier, c'est jamais très très marrant. Hein, je pense que Diodo doit être aussi très fatigué, et ce qui est fatigant, c'est de ne pas recevoir le soutien de la majorité des gens. Ils reçoivent du soutien, moi aussi j'en reçois. Mais moi je reçois quoi? Quelques centaines de mails dans la semaine, quelques milliers de personnes me suivent. Diodo, c'est quelques centaines de milliers. Soral, c'est quelques dizaines de milliers. Stéphane, c'est comme moi. Et puis peut-être un peu plus. Mais bon, lui, il a un soutien gouvernemental dans notre pays, donc tant mieux pour lui, je le félicite. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de réveil massif. Pas de réveil massif à cette dictature et cette emprise qui est vraiment, vraiment, vraiment pesante et de plus en plus pesante. Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous attendez pas à une dictature macronesque, c'est une dictature sioniste qui arrive en France. Alors je vous souhaite bon courage, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus critiquer le sionisme sans être taxé d'antisémitisme. Donc on ne peut rien dire, parce que si tu critiques le sionisme, excusez-moi, si tu critiques le sionisme, donc tu es antisémite, donc tu es contre les juifs, donc tu es donc tu renies la Shoah. Ouh là, ouais, oh. Je me mets sur le dos, en soumission, caresse-moi le ventre, vas-y, et puis voilà, je fais le chien, si tu veux que je fasse d'autres. Sinon tu te fais buter aujourd'hui. Ah oui, tu te fais couper ton téléphone, tu te fais fermer tes boîtes mail, tes Facebook, tes WhatsApp, tes machins, donc... Je vous ai dit, hein, pour ceux qui m'ont dit oui mais Jim avec tes crypto-monnaies t'es dans la matrice, avec un téléphone, un boîte mail, un WhatsApp, un Facebook, un YouTube, un VK, t'es dans la matrice. Un compte en banque, t'es dans la matrice. Donc aujourd'hui la matrice c'est où tu t'en sers et elle se servira de toi et elle saura tout sur toi, ou tu t'en sers pas du tout mais tu vis sur une île déserte. Je me répète encore une fois, voilà. Donc Stéphane vit dans la matrice comme tout le monde, même si on en est sorti parce qu'on la voit de plus haut, parce qu'on la voit, hein. Quand on est éveillé et réveillé, on la voit la matrice, on sait qu'elle existe, je parle de la matrice physique là, et on le sait, on la voit, elle est là, hein. Mais on en est détaché, on est prudent, et on n'est pas comme les gens qui vont acheter du Gervita et du Nutella en se tapant sur la gueule avec son voisin. Ça, c'est vraiment des gens qui roupillent, hein, qui sont dans l'illusion totale. Voilà, écoutez, mes amis, c'est une vidéo, je pense, qui vous a dit beaucoup de choses. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous laisser avec mon super générique. Je pense que c'est le moment. Le générique de fin, bien sûr. Et à bientôt. Hein, bon, on ne peut pas dire mieux. Hein, il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des encore.